Le cinéma va-t-il disparaître ou devenir, comme l'a annoncé le grand patron de Netflix, un art exclusif et élitiste au même titre, lui le dit, que l'opéra. Ça, c'est un vieux serpent de mer depuis plus de 100 ans. La prédiction de la fameuse mort du cinéma ne date évidemment pas d'hier. Déjà avec l'arrivée de la télévision dans les ménages, puis Même l'avènement... avant. Et bien encore avant, Je toujours. te citerai l'anecdote après, mais Ouais, bref. depuis toujours. Donc, évidemment, avec la télévision, puis ensuite l'avènement de la toute-puissance des séries, il y a eu évidemment les plateformes de streaming, et puis désormais, il y a cette peur contemporaine du rachat de Warner par Netflix, on en a déjà parlé dans Grand Angle, et puis la chronologie des médias qui sera peut-être mis en question. Donc, en effet, depuis quasiment sa création, comme tu l'as dit, le cinéma, on lui a prédit en tout cas sa disparition. Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour lui? Légitimement un peu quand même, parce qu'en termes de fréquentation, on a une diminution évidemment des fréquentations en salle, mais de là à s'imaginer sa disparition, je trouve qu'il y a un monde. Et ce monde, c'est celui qui vit en dehors de l'hypercentralisation très parisienne ou des grandes métropoles. Ce monde, ce sont tous ces cinémas de petites agglomérations dont je parlais aujourd'hui, qui sont vraiment des vecteurs culturels vitaux, qui ont su réinventer par la création d'événements, de festivals, de rencontres entre public et cinéastes, ce qu'est le lieu d'une salle de cinéma. Ce monde, c'est aussi l'ACID, j'ai envie de les citer, c'est l'association des cinéastes indépendants qui fait vivre le cinéma d'art et essai tous les jours, toute l'année, à travers tous les cinémas en France. Ce monde, c'est encore une nouvelle génération de cinéastes très prometteurs, porteurs d'un désir pugnace de faire vivre l'image par l'écran et bien entendu à travers la salle de cinéma. Posez la question à tous ces jeunes étudiants en cinéma, non, leur rêve n'est pas du tout de mettre leur film sur une plateforme de streaming, jamais, mais évidemment de le projeter dans une salle. Et oui. Ce monde, c'est donc cette expérience en salle, ce moment de partage unique où, mêlé à des inconnus, l'on partage le temps d'un instant, des émotions qui nous transcendent, rire, pleurer, s'agacer même, mais le faire ensemble. Une envolée communautaire, mais communautaire dans le bon sens du terme ici, qui aujourd'hui, dans un monde qui nous isole de plus en plus, est devenu un fait plutôt rare et donc forcément précieux. Ce monde, c'est aussi, comme le disait le patron du CNC sur France Inter récemment, un moment sans portable où l'on se coupe de la pollution téléphonique, des réseaux, de ce mode vibreur qui ne cesse jamais de nous faire trembler la cuisse. Un monde où, le temps d'un instant, notre monde à nous s'arrête enfin pour laisser toute sa place à un autre monde, celui qui se joue devant nous, celui projeté sur cet immense écran blanc. Un monde prêt à nous conquérir, à nous déconnecter d'un autre monde, tout en sachant se connecter aux autres. Ce monde du cinéma, celui que l'on aime tant, celui-là, et je m'y engage personnellement, n'est pas prêt de disparaître. Et je peux vous dire qu'avec Pascal, on reste très motivés à continuer d'en parler et continuer d'en défendre. Et je pense que tu seras d'accord avec moi, Pascal. Totalement. De continuer de défendre ce cinéma-là, de continuer à maintenir l'envie de pousser les gens à aller dans les salles et de se mettre sur leur téléphone et de taper leur code Netflix. Enfin, voilà. Exactement. Donc, bienvenue à tous pour ce 12e numéro de Grand Angle. On est parti, comme d'habitude, avec un face-à-face critique. Et nous allons parler donc de sororité avec la Maison des Femmes de Mélissa Godet, de souvenirs enfouis avec La beauté de l'âne de Dea Ginovsi, de destin mortifère avec Les rayons et les ombres de Xavier Giannoli, de drame historique avec Palestine 36 de Anne-Marie Jassir, et de rencontre du troisième type avec Projet Dernière Chance de Phil Lord et Christopher Miller. Puis ensuite, notre entretien. Et puis là, c'est un vrai honneur, une vraie émotion de recevoir Fabrice Aragno, réalisateur du film Le Lac, qui est sorti cette semaine, le 25 mars, et qui a été un grand collaborateur de Jean-Luc Godard, notamment sur le film Socialisme, le livre d'images ou encore Adieu au langage. Son assistant quasiment jusqu'à la fin. Jusqu'au bout, exactement, avec Jean-Luc Godard. Donc on est extrêmement fiers de le recevoir aujourd'hui dans Grand Angle. Et nous finirons, comme toujours, par nos coups de cœur et coups de gueule. Et tu avais une remarque à faire sur mon édito, une anecdote? Juste un truc marrant que je rappelle parfois, c'est que j'avais lu une fois dans une revue de cinéma des années 20, un très long article, un article de fond qui prouvait que l'arrivée de la commercialisation des automobiles, qui était de plus en plus nombreuse et puis de plus en plus fréquente pour les gens qui les utilisaient le week-end pour aller à la campagne notamment, allait progressivement tuer le cinéma et que ça allait détruire le cinéma. Okay. C'était avant l'arrivée du parlant, c'était 1922, truc comme ça. Ouais, il y a toujours eu quelque chose pour menacer ce qu'on aime tant au fond. Exactement. Et peut-être de manière de plus en plus légitime, mais en tout cas, bon, il y a quand même beaucoup d'éléments positifs et à défendre en tout cas, c'est clair. Oui. Alors, on commence par La Maison des Femmes de Mélissa Godet. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Et puis, ça parle de quoi, Pascal? Alors, c'est un bel exemple de solidarité féminine. Je préfère cette expression au terme sororité, que je trouve pas très élégant.
Voilà. Ça grince un peu sous la dent. Ouais, ça. c'est double R. Ouais. Double R. C'est un portrait de groupe de différentes femmes qui s'occupent à leur tour d'autres femmes qui sont généralement victimes de violences sexuelles, de violences, de toutes sortes de violences. Donc on réalise surtout les difficultés financières auxquelles elles doivent faire face pour arriver à tenir leur maison, à tenir cette structure particulière, qu'elles doivent se battre au quotidien. Et on voit même qu'elles doivent se battre avec elles-mêmes, parce que cette anecdote d'un des personnages qui s'appelle Inès, cette jeune fille, qui est une interne, qui rejoint cette maison des femmes contre l'avis de sa mère, alors qu'on pourrait croire que les femmes sont solidaires entre elles. Ben non, pas toutes. Même là, il y a un problème. Alors j'aime beaucoup le geste, j'aime beaucoup la générosité, l'élan de générosité qui traverse ce film, qui est très bien, qui est très honorable, qui est très fort, qui donne un véritable souffle à l'entreprise. J'aime beaucoup les actrices, je suis toujours attentif aux acteurs et aux actrices, comme tu le sais. Karine Viard, qui est toujours parfaite, qui est très bien castée. Qui est Laetitia Doche, qui est très bien canalisée. C'est pas toujours bien canalisée, mais là, elle est très bien canalisée. Et même Juliette Armanet, dont on était sans nouvelles depuis partir un jour. Qui a un petit rôle, ouais. Bah, qui est quand même là, ouais, presque tout le long. Ouais, tout à fait. Et on peut aussi citer Horatica, Haïdara, je ne sais jamais comment on prononce son nom, et du côté des garçons, Pierre Deladonchamp et Laurent Stocker, qui est pour une fois un peu supportable, enfin qui est supportable même. Mais à moi, il me manque un peu de cinéma là-dedans, il me manque un peu de mise en scène. La réalisatrice, j'aimerais qu'elle ordonne cette matière, elle ordonne bien cette matière, mais elle n'en fait pas grand-chose d'autre. J'aimerais qu'elle propose une vraie vision, un vrai regard, que le film soit un peu moins passe-partout, qu'il y ait un peu moins des bonnes intentions et c'est tout. C'est pas tout à fait le cas. Ça reste au stade des bonnes intentions, de la bonne copie d'élève, voilà. La pédagogie, sans plus, ouais. Donc voilà, à recommander, mais sans éclat. Ouais, moi je suis plus emballé que toi. Ouais, je suis vraiment beaucoup plus emballé que toi. Moi, je comprends l'aspect pédagogique, en tout cas du film. Et d'ailleurs, elle le dit, je crois qu'Annie Viard, à un moment, son personnage, que le changement en fait va passer aussi par la pédagogie et que le comportement des hommes envers les femmes va changer aussi par l'éducation et la pédagogie. Et le film est là-dedans, clairement. Mais je suis d'accord avec toi, un film. C'est un uniquement programme. Là-dedans. Il annonce un programme. Exactement. Le titre annonce un programme. On n'en fait pas un grand film ou un film réussi, mais je trouve qu'il en est un parce que, tu l'as dit, donc le casting, je vais pas revenir dessus, mais je trouve que justement chacune de ces femmes a son propre parcours, ses propres difficultés, ses propres difficultés professionnelles, mais aussi intimes et personnelles. Et je trouve que il y a quelque chose de très beau parce que c'est ce que j'avais remarqué aussi dans le beau l'intérêt d'Adam qu'on avait vu et qu'on en avait parlé. Je trouvais que justement la frontière entre soignant et soigné était rompue. Et bien là, c'est exactement la même chose. Je trouve que la barrière entre toutes ces femmes s'évanouit entre les soignants, les soignés, les victimes, les médecins, les secrétaires médicales, les psychologues, l'interne, le titulaire. Toutes ces femmes en fait se joignent pour guérir et pour se guérir un petit peu entre elles. Et je trouve que cet effacement des frontières, cette grande communauté en fait, fait que ce film est un vrai film porteur et je trouve plutôt très réussi. Alors moi j'aime pas du tout le terme nécessaire pour un film, je trouve que c'est moche de dire qu'un film est nécessaire. Mais l'a-t-on dit? Non, heureusement, sinon je t'aurais repris. Mais je trouve qu'en effet le film est profondément... Il n'est pas nécessaire à part ça. Mais bon, en tout cas, la thématique, je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je trouve que le film est réussi parce que je le trouve quand même profondément humain et il donne pas de leçons, je trouve. Il est pas non plus froid et distant comme peut l'être quelque chose de pédagogique. Il y a quelque chose avec beaucoup d'émotion, une énergie du partage, une énergie informée et émouvoir aussi qui se dégage du film. Donc ouais, moi je le trouve très juste, très à sa place. Je vais pas dire nécessaire, mais je trouve qu'il doit être vu quand même. Il doit être vu quand même, il doit être écouté. Et je crois que son discours peut ouvrir un peu les consciences ou d'une certaine manière peut-être changer un tout petit peu les choses à sa manière, comme l'est encore une fois le cinéma qu'on aime. Donc voilà, moi je serais un peu plus positif que toi. Je trouve que quand même dans cette galerie de personnages, cette énergie qui s'en dégage, cette énergie aussi du don de soi qui est très très beau dans le film, dégage une force du film qui moi m'a plutôt touché. Ouais. Et le je film... veux pas te contredire parce que voilà. Merci. On est en désaccord sur des détails là. C'est des détails, ouais, exactement. Et le film, pour moi, il est sorti, il est en salle actuellement. Il est en salle depuis le 11 Il est sorti mars. Exactement le 11 mars.
On passe maintenant à La beauté de l'âne de Dea Ginovsky. Je sais pas comment on prononce. Voilà, j'écorche pas trop son nom. Donc cette Dea Ginovsky qui est en effet son 4e film, qui est une réalisatrice suisse-albanaise et qui, donc c'est un documentaire, qui va confronter un petit peu le réel et la fiction. Donc à partir des souvenirs de son propre père, qui d'ailleurs est partie prenante du film, Oui. elle va recréer la vie d'un Kosovo oublié, celui d'un village qui s'appelle le village de Makermal, en pleine guerre avec la Serbie. Alors le témoignage du Pierre, lui exilé en Suisse, qui s'est exilé en Suisse depuis plus de 50 ans, va s'entrecouper avec des reconstitutions où il se voit en fait enfant à subir le sort de cette guerre, à subir la perte de sa mère, la souffrance de son départ. La perte de tout, même. La perte de tout, ouais, voilà. perte de tout. Et sa fille, donc Dea, la réalisatrice du film, s'appuie sur son témoignage en témoin du passé pour rechercher à elle-même ses racines un peu enfouies. Alors, au-delà, là aussi, de sa teneur historique, documentaire, de ces massacres, de cette population kosovarde, donc cette disparition de cette population décimée de cette guerre, il y a un regard. Il y a un vrai regard, et ça, c'est ce qu'on aime aussi dans les documentaires. C'est ce qu'on avait émis aussi dans le documentaire de Mathias Carlier la dernière fois, c'est qu'il y a un vrai regard de cinéaste dans le film, parce qu'il y a un procédé. Il y a un procédé qui arrive à rendre vivant le passé. Parce qu'on a ces reconstitutions dans ces espaces vides, ces maisons sans murs, cette confrontation entre le présent, le père qui raconte ce qui se passe, et le passé, un jeune acteur qui va interpréter le père interpelle, confronte la chronologie, repense le souvenir, et je trouve rend plus vivace le souvenir et ce procédé de création de ces souvenirs. Donc c'est vrai qu'il y a un travail aussi, je trouve, photographique remarquable. Je trouve le film très léché, très beau esthétiquement. Il n'est pas granuleux comme parfois le sont les documentaires. Exactement, c'est très beau, très franc au niveau de la lumière. Et puis on a aussi des séquences de nuit que je trouve également très beau, imprégné de douleur, de peur. Donc il y a un vrai travail, comme je disais tout à l'heure, il y a un vrai travail de cinéaste, un vrai travail de photographie. C'est un film aussi de cinéaste. C'est un film de cinéaste. Totalement. Pas un reportage. À 100%. Il y a un moment très fort aussi que j'aime bien dans le film, c'est quand il recherche le corps de la mère, donc en fait le corps de la grand-mère de Dea, avec cette quête légitime d'une trace physique en fait pour aider le deuil. Il y a aussi ce moment un peu de révélation avec un face-à-face entre le père et sa fille. Je vais pas spoiler le film, mais en tout cas il y a des très très beaux. C'est un peu mon problème, mais j'essaye d'y travailler. Et de faire de plus en plus attention. Bref, il y a un vrai travail, je trouve, sur la mémoire, une vraie beauté esthétique également, un regard propre ici sur le film, une vraie mise en scène. Et je trouve que c'est un film qui, évidemment, est très familial, parce que c'est une histoire de famille, mais je trouve que ça en devient... Voire intimiste. Mais ça en devient générationnel, vu la thématique du souvenir qui se dégage de manière très profonde et très belle du film. Qu'est-ce que tu en penses, Pascal ? Je suis presque d'accord sur tout. Tu as à peu près tout dit pour moi. Donc, je ne vais pas faire très long. Je suis d'accord avec toi sur tous les points. Voilà. Je voulais juste préciser que le film repose sur des idées toutes simples. Je me rappelle cette séquence où elle filme son père qui arrive dans un petit champ, même pas arable, un petit champ vide. Et il se rend compte que c'était là qu'il y avait la maison de son enfance et qu'elle n'y est plus. Et je trouve que rien qu'en 3 minutes ou en 2 minutes, tout est dit. Tout est dit, le passé, le présent, l'émotion, la douleur. Voilà, tout est dit en presque rien. Une économie de moyens, c'est remarquable. Alors je trouve que La beauté de l'âne, contrairement à d'autres documentaires ou à d'autres fictions, procède par soustraction et non par addition. C'est justement, elle soustrait des choses et elle n'en rajoute pas. Parce qu'il y a des films où on rajoute plein de choses jusqu'à démontrer, pour provoquer une réaction du spectateur. Là, non. Là, elle a un vrai regard. Elle ordonne les choses, elle a une intention, elle a un style, elle a une manière. Et je ne savais pas qu'elle avait fait 3 autres films, même si moi j'avais vu Réveil sur Mars en 2020, qui était déjà très très singulier dans mon souvenir, sauf erreur aussi à Locarno, mais je ne suis pas sûr. Parce qu'on voit tellement de films et à tellement d'endroits qu'on ne sait plus forcément. Donc voilà. En plus, j'aime bien les films où il y a un âne dans le titre. Ça me rappelle Bresson. Ah oui, au hasard Balthazar. Inévitablement. Systématiquement avec ce regard. Là, on fait un peu élitiste référence, tout ça. Mais voilà. Non, l'âne, c'est Bresson pour moi. Oui, Buñuel aussi. Les pianos dans Le Chien d'Alou. Les ânes dans le piano, les ânes morts dans le piano. Réussi. Franchement, documentaire réussi. Clairement. Et c'est sorti. Il est sorti le 25 mars. Donc il sort là. Voilà, donc il est en salle. Il sort là. Allez le voir. Oui, parce que c'est pas un film qui va drainer autant de monde. Je pense, ouais. Donc il faut qu'on lui donne un petit coup de pouce. Voilà, absolument. Alors, gros morceau là. Gros morceau. Les rayons et les ombres
de Xavier Giannoli. Pascal attaque le gros morceau, Alors, la grosse production française là, de Moi, l'année. je vais l'attaquer par un bout précis, parce qu'on ne peut pas tout dire. On y passerait 2 heures. 3h15. Au début du film, on a Jean Luchaire, donc je le dirais le héros du film, qui dit à un moment donné, la guerre ne fait que préparer la prochaine guerre. On entend ça au son. Et c'est une manière de rappeler que dans l'histoire, que l'histoire ne cesse jamais de se renouveler, de se répéter. Et finalement, ce qu'on voit là, c'est un peu ce qui arrive aujourd'hui. Ça résonne en miroir par rapport à aujourd'hui. Alors le film nous replonge dans la France de Vichy, dans cette France occupée, autour d'un patron de presse, donc incarné par Jean Dujardin, c'est ce Jean Luchaire, qui va passer du pacifisme à la collaboration avec l'occupant presque de manière subreptice, si j'ose dire, presque sans qu'on le remarque trop, en tout cas de manière presque naturelle pour lui. Mais celle, à mon sens, qui lui vole la vedette et dont on parlait beaucoup, surtout dans les années 30, c'est sa fille, l'actrice Corinne Luchaire, qui était quand même une actrice très célèbre. Et qui était même aussi célèbre que Daniel Darieux et Michel Morgan, pour situer à peu près les choses. Et donc le film fait la lumière sur elle, et c'est par ce prisme que je voudrais l'aborder, parce que même s'il y a beaucoup d'autres degrés de lecture par rapport à ce film, il y en a énormément. Ouais. Ce qu'il éclaire de l'histoire du cinéma, moi, ça m'intéresse particulièrement, parce que Corinne Luchaire, je connaissais parce que j'ai lu un livre qui est paru en 2022, je crois, sur elle, qui raconte à peu près ce qu'on sait là, mais jusqu'alors, on n'avait pas beaucoup d'informations sur elle. C'était flou, on pensait même qu'elle avait été rasée à la Libération, ce qui est faux. Elle passait pour une fille qui couchait avec tous les Allemands qui passaient à sa portée, ce qui est faux, etc. On a noirci le tableau. Donc, il ne faut pas oublier qu'en 1938, donc c'est à peu près le temps où on la voit dans le film, elle était la comédienne la plus prometteuse du cinéma français. Il faut s'imaginer aujourd'hui qui ça pourrait être les actrices les plus prometteuses, les Adèle Exarchopoulos, des gens comme ça. Ce genre d'actrices très médiatisées, comme je dis, à peu près à l'égal de Daniel Darieux et Michel Morgan. Mais son règne n'a pas duré, parce que le passif de son père, collabo assumé, la maladie, le fait qu'elle ait eu un enfant avec un officier allemand, elle a eu une liaison avec un officier allemand, elle a eu un enfant, une fille. Et selon Giannoli, et j'ai vu ça il y a quelques jours, selon Giannoli, cette fille est morte cette année. Okay. Et je pense qu'il a raison, parce qu'il a sans doute dû faire des recherches des descendants de cette famille pour son film, je pense. Alors, mais évidemment, pour elle, c'était très vite, tout s'est fini très vite, puis la maladie s'est chargée du reste. En 1946, elle sera même condamnée à 10 ans d'indignité nationale. Sans pouvoir travailler. Ouais, ça me rappelle quelque chose par rapport à aujourd'hui, par rapport à une certaine Marine Le Pen. Ça n'a rien à voir, mais il y a une espèce de similitude. Il y a beaucoup de parallélismes entre le monde d'aujourd'hui et évidemment le passé. Oui. Et après, elle mourra de tuberculose en 1950, dans l'oubli, à 29 ans, c'est quand même pas vieux. Alors, Giannoli a le mérite, l'un des mérites du film, c'est de remettre l'histoire du cinéma français, qui est très mal documentée, il la remet en place. Comme le faisait d'ailleurs Tavernier dans Laissez-passer, qui est un très beau film aussi. Il remet ça en place et c'était pas gagné. Et donc, pour moi, les rayons et les ombres, c'est aussi un film sur l'oubli, sur la mémoire, sur le cinéma, bien sûr, sur le côté éphémère de toute chose. Donc, j'y vois donc une sorte de méditation d'ordre presque philosophique aussi. Philosophique sur le sentiment de la perte, sur le fait que le sentiment de la perte qui caractérise fortement le 7e art, où on oublie tout, on oublie les films, on oublie ceux qui les ont faits, on oublie ceux qui ont joué dedans. Alors tous ces degrés de lecture, pour moi, ça en fait un grand film. J'ai parlé qu'un seul degré de lecture, c'est le rapport qu'il entretient avec le cinéma français. Et je pense qu'il va me parler dans d'autres degrés de lecture. Ouais, qui vont. En fait, c'est un film fleuve, un film choral. Il y a tellement de choses à dire, mais c'est vrai que moi, ce qui m'a plu, un autre angle de lecture que moi qui m'a beaucoup plu et qui justement me dérange beaucoup. On en parlait justement en off tout à l'heure de certaines critiques qui l'attaquent sur le côté complaisant qu'il a. Pas beaucoup de critiques qui l'attaquent. Très peu, mais certains. Je le trouve absolument pas complaisant. Pourquoi ? Parce que le film, là où il est fort,
je trouve qu'il est contaminé, il est contaminant, il est lourd. Mais lourd dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme, ouais, il est vraiment noir, obscur. Il y a cette tuberculose qui tue avant même de prendre la vie. Il y a ce goût de sang dans la bouche qu'il n'arrête pas de répéter. Ce film, il donne ce goût de sang dans la bouche, en fait. Je trouve que tout semble un peu contaminé, pourri avant d'avoir existé. Okay. C'est comme tu as dit, cette jeune actrice qui, à peine la vingtaine, est déjà condamnée, en fait, avec cette tuberculose. Et puis, il y a ça cette se soignait pas à l'époque? Non, il n'y avait pas de traitement. Cette voix off en fantôme, comme ça, qui ronge, qui aspire, qui est très bien utilisée ici. Donc, je trouve que le film est vraiment absolument profond dans la douleur, dans la souffrance. Et je trouve qu'il fera date. Il est définitif, je trouve. Il a quelque chose de définitif. Exactement. Ça, j'aime. Contaminé, définitif. Et puis, je trouve que, comme tu l'as dit, la puissance du film vient aussi de sa contemporanéité et de toutes les parallèles, évidemment, qui font, notamment l'achat des médias, évidemment, avec la société Bolloré, on est en plein dedans, la censure des idées, le culte de la personnalité, etc., etc. Donc, il y a énormément de parallélismes. Ça, on ne vient pas là-dessus. Mais en effet, on peut revenir là-dessus, mais c'est un autre angle. Mais c'est encore un autre angle qu'on pourrait développer. Donc, en effet, on a bien ces corps un peu qui dépérissent dans la décadence, dans l'oubli, ces corps qui ne pensent plus, qui se perdent également dans la fête, dans la soumission. Tel père, telle fille aussi, on voit ces deux-là qui sont aspergés de ce sang, cette séquence, qui se prennent dans les bras, qui est une scène extrêmement malaisante et profonde. Bref, ce film est pour moi en fait un pur cauchemar et vraiment dès la première séquence, mais encore une fois de manière positive. Donc non, moi je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que c'est un grand film maudit, un grand film qui va pour moi faire mal et qui va marquer maudit, le cinéma. On ne sait pas, parce qu'il était maudit, ça veut dire qu'il serait occulté. Je vois ce que tu veux dire, mais pas maudit dans le sens là, mais c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, il va marquer pour moi l'année cinéma, en tout cas d'un point de vue de la production française, évidemment. Et puis, en effet, je trouve que on a un film qui pénètre, qui n'est vraiment pas indemne. Moi, franchement, après 3h15... Et par contre, je l'ai pas, la longueur, je trouve, est relativement justifiée parce ça passe bizarrement. Elle prend le temps, justement, d'imposer justement cette atmosphère-là. Donc, je trouve que ça passe très bien. Et alors, je sais que le style n'a rien à voir, mais je trouve qu'il y a une forme de Lars von Trier, de quelque chose de comme ça, de tout pourri, de tout corrompu. Tu penses à quel film, par exemple ? Breaking the Wave, ou des choses comme ça, très, 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 très dures, très âpres, comme ça, sa vision. Alors évidemment, le style n'a rien à voir, mais c'est dans sa manière, c'est assez bonne qualité française, comme ce que fait Giannoli. Il est assez. Mais dans la manière dont moi je l'ai vécu vraiment de manière très, très radicale, comme ça. Et j'aime, finalement, cette sensation-là. Et c'est pour ça que c'est un film qui m'a, moi aussi, tout autant marqué. Donc ouais, vraiment, vraiment très, très. Très interpellé, très marqué par la séance que j'ai vue de ce film. Il aurait mérité d'aller à Cannes. Oui, peut-être. Mais je sais que Giannoli ne veut pas aller à Cannes. Ok. Ça, je le sais par la bande. Voilà. Ouais. Peut-être pas le dire, mais c'est comme ça. Et le film, donc, lui est également sorti. Il est sorti il y a une semaine, le 18 mars. Ouais. C'est la grosse sortie, l'une des grosses sorties du 18 mars. Exactement. Pas la seule. Il y en a beaucoup. Ouais. On passe au film suivant, qui est Palestine 36 de Anne-Marie Jassir. Alors ici, on est au cœur de la grande révolte arabe en Palestine dans les années 30, période durant laquelle les colons israéliens vont débarquer d'Europe pour échapper, là, on vient d'en parler, à l'antisémitisme grandissant, qui seront ces colons israéliens protégés et soutenus par les Britanniques sur place. Des dessins vont donc se jouer de toutes parts, un jeune villageois confronté au pouvoir, une journaliste qui va faire face à la corruption, la propagande, l'enfant qui va vouloir venger son père, etc. Bref, film choral qui multiplie un peu les points de vue, un drame historique qui va verser là aussi un peu dans la pédagogie, comme on en a parlé tout à l'heure, et surtout dans l'humain. Alors, il y a une bonne volonté dans ce film, clairement adressée de manière là aussi très didactique, quasi scolaire, les grandes lignes de cette période historique décisive, évidemment, dans le futur du Moyen-Orient, avec l'arrivée des colons israéliens en Palestine. Tout semble bien documenté, avec l'utilisation de ces images d'archives qui va entrecouper également. Qui n'est pas trop envahissant, Dieu merci. Qui est plutôt bien utilisé. Et dans ce cas-là, on pourrait parler d'un film nécessaire. Non, je rigole. Et j'allais le placer quelque part. J'allais dire utile, mais je déteste ce mot utile également. Rien n'est utile au fond.
fond. Exactement. Mais bon, si on se détache un peu du sujet en soi, moi je trouve qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Je trouve que le film est relativement pauvre. Et ce qui pêche principalement, de mon point de vue, c'est vraiment la caractérisation forcée de chacun des personnages qui sont enfermés dans leur rôle, du bon, du méchant. Il y a un manque de complexité, il y a un manque d'aspérité, il y a un manque de travail d'écriture sur les personnages. Et sans parler évidemment de ces effets qui m'agacent au plus haut point, avec les effets de ralenti, de dramatisation outrance, etc. On n'a pas besoin de tout ça pour Non, faire des beaux films. pour moi, ça nous sort du film. Mais bon, ça, voilà. Moi aussi, tout ça, ça marche pas. Enfin, ça peut ringard aussi, comme cette mise en scène. Et puis, toute cette histoire. En exemple très simple, toute cette histoire du pistolet, le petit pistolet qu'on découvre, et puis on va suivre son histoire en fil rouge, et puis on sait exactement comment ça va se terminer, on sait exactement comment va se terminer utiliser ce pistolet, et c'est la même chose sur les personnages en fait. Ils sont tellement mal écrits que on devine tout à l'avance quasiment, on sait exactement ce qui va se passer, tout est trop caractérisé, il y a trop de choses surécrites, surfaites, et du coup qui me sort du film. Alors que le sujet est passionnant, le sujet est intéressant, comme je disais, il y a vraiment, d'un point de vue scolaire quasiment, plein de choses à apprendre de cette période-là, mais je trouve que tous ces défauts pèsent le film et du coup m'en font sortir. Je sais pas ce que tu en penses, est-ce que tu es d'accord avec moi là, de ce point de vue-là? Après, à peu près, c'est-à-dire que pour moi, en racontant son pays, en racontant la grande révolte arabe, la grande révolte arabe, la cinéaste palestinienne, elle nous propose une succession d'événements, d'arcs narratifs, et qui touche son peuple, qui touche l'histoire de son peuple. Mais pour moi, ça manque de fluidité. J'ai l'impression que c'est un film qui, contrairement à ce que je disais avant sur la beauté de l'âne, qui procède par addition. On additionne une séquence, puis on passe à une autre. Alors il y a des séquences qui provoquent de l'émotion, d'autres qui sont plus belles, d'autres moins. Mais il n'y a pas de liant, il n'y a pas une synthèse de l'ensemble. C'est une accumulation. Ouais, c'est une accumulation. To-do list. Ouais. Une accumulation qui me fait penser qu'on n'est pas loin de ces productions internationales à vedette que le cinéma européen fournissait parfois, ces Europudding. D'ailleurs, c'est un peu le cas avec ici, on a... Film de plateforme quasiment. On a Jeremy Irons, Ayam Abbas qui font des petites vignettes sur l'affiche, comme dans ces films genre La Tour Infernale. C'est un mauvais exemple, mais comme dans des productions de ce genre-là... Alors, je ne ressens pas d'urgence dans ce qu'elle raconte. Alors que, au contraire, au sud des événements qu'elle évoque des événements actuels, le film, pour moi, ça devrait être en cri qui résonne d'un bout à l'autre. Et ça fonctionne. Il n'y a pas. Non, il n'y a pas de cri. Non. C'est étouffé. C'est étouffé. Ouais. Donc voilà, je suis grosso modo d'accord avec toi. Ça arrive. Hein. Ouais, tu vois. Et en effet. Et voilà, je ne veux pas en dire plus. Franchement, moi, j'en ai déjà tout dit. Ouais, moi aussi. Et le film est sorti le 18 mars. Tout comme le Giannoli. C'est pas la même marchandise. Non, pas le même niveau. Non. Et on attaque le dernier film, Projet Dernière Chance de Phil Lord et Christopher Miller. Alors, Pascal, toi le scientifique, toi le mathématicien, toi l'homme des étoiles. De quoi C'est tiré d'un roman d'Andrew Hyde, je crois. De quoi ça parle? Alors, ça se passe aux confins de l'espace, mais on ne sait pas trop où. À des centaines ou à des milliers d'années-lumière de la Terre, ça ne change pas grand-chose. Sans doute plus loin que Proxima du Centaure, qui est l'étoile la plus proche de notre étoile, du Soleil, qui se situe à environ 4,2 années-lumière. Ça paraît tout près, mais c'est très loin, puisqu'il faudrait environ 40 000 ans pour y aller avec un vaisseau un peu long, ultra rapide, mais c'est la plus proche. Donc on ne sait pas où ça se passe, c'est pas très important. Le film débute dans un vieux vaisseau spatial où il y a un homme qui se réveille tout seul, en partie amnésique. Il n'a pas l'air de dormir depuis très longtemps, tout ça, bon. Mais sa mémoire lui revient et il ne tarde pas à comprendre qu'il a été envoyé en mission pour résoudre un mystère lié au Soleil, un autre Soleil qui est en train de s'éteindre progressivement, on ne sait pas pourquoi. Alors voilà, en gros, la trame de ce film de SF qui est très long et qui ne m'a pas du tout ennuyé. Au contraire, ce que j'aime de la science-fiction, moi, c'est la part de fiction. Et non pas forcément la part de science, bien que la science m'intéresse aussi. Alors là, quand on voit le film et quand on écoute ce que j'ai dit, rien n'est possible dans ce que j'ai raconté. Le voyage interstellaire, il n'est pas possible. Même dans des dizaines d'années, c'est pas envisageable. Ouais, mais si là, c'est possible grâce à la découverte de ces... Ouais, si on veut. L'extinction... Il le justifie comme ça, en tout cas. C'est comme ça qu'il me semble. Ouais. L'extinction aussi rapide du Soleil, c'est pas possible. Et la possibilité d'un contact extraterrestre, c'est pas possible non plus. Et pourtant, tout ça dans le film, on l'accepte. On l'accepte parce que il y a un truc qui s'appelle la vraisemblance.
Et dans les films de SF, généralement, on accepte cette vraisemblance. Quel que soit ce qu'on nous raconte, on accepte qu'il y ait des aliens qui surgissent de je sais pas où. Bref. Et donc, il y a ici, on accepte cette vraisemblance et on en jouit même. Enfin, on apprécie. Enfin, en tout cas, moi, j'apprécie. C'est un vrai plaisir, ce voilà. film. Ouais. Et en plus, je trouve qu'il y a un aspect comique dans ce oui, film. Bien sûr. Ouais. Je pense à l'une des premières séquences du film où on voit Ryan Gosling, comment il s'appelle dans le film Grace. Grace, voilà. Qui interroge ses élèves, qui leur demande la vitesse de la lumière. Ils répondent d'ailleurs bien, ils répondent un chiffre inférieur à 300 000 km à la seconde, donc c'est juste. Et à la fin, la séquence se reproduit, je vais pas dire comment ni avec qui, ça fera spoiler, et c'est assez drôle. Ouais. C'est assez drôle, c'est un clin d'œil au début qui est assez drôle. Je trouve que le cadre est soigné, qu'on nous assomme pas avec des théories amphigoriques que de toute façon personne ne comprendrait. Ouais, Interstellar, il y avait des théories que moi je comprenais bien, mais qui à mon avis larguaient les gens. Et en plus, ça n'a pas largué grand monde parce qu'Interstellar c'est un peu le film préféré de tout le monde. Ouais, parce que je pense c'est quand même assez bien vulgarisé. Ouais. Faut dire les choses. La théorie des cordes, il est bien vulgarisée. J'arriverai pas à l'expliquer aussi bien en 10 minutes. Là, il met 3 heures pour l'expliquer relativement bien. Et puis il la transforme en émotion avec on sort du cadre. Là. Et puis il y a aussi Sandra Hüller, qui est bien la dernière des actrices que je m'attendais à retrouver là-dedans. Elle est là, il y a quasiment que 2 acteurs, et c'est Ryan Gosling qui est dans son élément. Lui, elle n'est pas du tout dans son élément, mais elle est formidable, comme tu dis. Et à mon avis, elle n'a pas accepté ce rôle que pour le chèque. Non. Bien, il devait y avoir un chèque conséquence. J'imagine, quand même. Elle a le droit. Et ça me fait d'autant plus plaisir que je trouve qu'il y a longtemps qu'on n'a pas vu un bon film de SF. Souvent, ils sont un peu bricolés, chiants, ennuyeux, je veux dire. Là, c'est un film sérieux qui se prend pas trop au sérieux, c'est tenu, c'est ouvert sur toutes les théories scientifiques, ça aborde plein de théories scientifiques, il y a plein de petites trouvailles amusantes. Et c'est totalement, pour moi, jouissif. C'est pour ça que j'adore ce film. Moi, je suis d'accord avec toi, mais là où sérieux, mais en fait pas trop sérieux, justement. Pas trop, mais un peu quand même. Là où j'aime bien, c'est que c'est un film de science-fiction qui se prend pas trop sérieux, comme le grand pompeux de service Christopher Nolan. Et, on va voir City Interstellar. Non, voilà. Mais là, c'est vrai qu'il y a de l'humour, comme tu as dit. Ouais, vraiment, de l'autodérision. Il y a de la Il n'y a pas de que la cette distance. séquence de... Non, il y a plein d'humour quand même pendant le film. Mais beaucoup de gags aussi. Mais c'est vrai que moi, en fait, j'ai beaucoup plus pleuré. Ouais, je pleure tout le temps au cinéma. Moi, je pleure jamais. Mais j'ai beaucoup plus pleuré que rigolé. Moi, j'ai été beaucoup touché, en fait. Pourquoi ? Parce que je trouve que le film a un angle sur la solitude que je trouve très belle. Et une solitude un peu choisie, consciente. Il ne devrait pas être seul. Il y a d'autres membres de l'équipage qui sont morts au début. Exactement. Mais même tu vois, je m'explique rapidement. On est face à des gens, Grace ou même Sandra Hüller, je vais y venir, qui semblent profondément seuls. C'est-à-dire que, notamment le personnage en effet de Ryan Gosling a cette mine un peu éteinte, condamné. Il est dans un collège comme ça, tout seul. Et puis on a compris qu'il a subi une rupture un peu douloureuse qui l'isole. J'aime beaucoup aussi ce moment où il n'arrive pas à faire face à sa propre réussite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en effet, il doit aller dans l'espace, là, et il ne veut pas. Alors qu'il n'y a que lui qui peut y aller. On sait qu'il n'y a que lui qui peut y aller. Et il est face justement à sa propre perte de confiance en lui, à des anciens traumatismes probablement, qui fait qu'il a totalement perdu confiance en lui. Et moi, ces portraits de personnes seules, un peu écorchées, ces losers un peu perdus. On ne s'y attend pas là. Non, et ça me touche profondément. Et je trouve que ces personnages, et le personnage très mystérieux de Sandra Hüller, on ne sait pas d'où elle vient, on ne connaît pas son histoire, et pourtant on sait qu'elle est scientifique, à peu près tout ce qu'on sait. Mais elle est seule, tu vois, elle est seule sur ce pont, elle est tout le temps seule avec ce visage fermé. Moi, je la trouve très touchante. Il y a cette scène de karaoké que je trouve magnifique. Il n'y a rien à faire là. Mais elle est très belle, cette scène de karaoké où Sandra Hüller commence à chanter. Mais je trouve ça trop beau. Et en fait, moi, je trouve qu'il y a plein d'émotions qui m'ont vraiment saisi. J'ai pleuré plein de fois pendant le film, honnêtement, parce que ces portraits de solitaires qui sauvent le monde, ou qui sauvent les mondes, même pas qu'un seul. Et je trouve retournable. On ne spoil pas, mais pour moi, ils ne sauvent pas. Mais bon. Ouais, mais en tout cas, ils tentent de les faire. Mais en tout cas, c'est gorgé un peu de nostalgie, de perte. Il y a une forme de tristesse derrière. Donc, au-delà du côté rigolade, du côté science-fiction, je trouve qu'il y a un film vraiment profond sur la question de la solitude, qui est très très belle ici. Et cette conscientisation d'être seul que je trouve tout réussi. Et puis, donc voilà. Et puis, moi, je trouve que tous ces rebondissements, l'action, l'humour,
m'a gâché en rien le plaisir Non. et l'émotion qui m'a dégagé de ce film, avec encore une fois une très belle galerie de personnages ici, et qui moi qui m'a profondément touché, et même même le petit extraterrestre, je trouve aussi touchant. Le petit bref, tout le monde Ouais, est c'est super. vrai, on est d'accord. Ok, j'envoie des médailles à tout le monde Il là. faut y aller, c'est Mais, un des films du moment. Mais ouais, très réussi, franchement. Et lui aussi, il est sorti la semaine dernière. Non, il est sorti, pardon. Il est oui, sorti le 18. le 18 mars. 18. Il y a plein de films sortis le 18 dans ceux qu'on Également. défend cette semaine. Exactement. Et maintenant, il faut aller chercher, Pascal, tu peux aller chercher notre invité Où est-il? qui attend derrière la porte, sagement, alors qu'il pourrait être auprès de nous. Donc, il est temps de passer à notre invité du jour. Et comme je disais en ouverture, nous sommes très honorés de recevoir Fabrice Aragno, qui va nous rejoindre tout à l'heure, tout de suite, maintenant, pour notamment la sortie de son magnifique film Le Lac, qui est d'ailleurs sorti cette semaine et qui était, je le rappelle, en sélection officielle au Festival de Locarno l'année dernière. Voilà, Bienvenue, Fabrice. Salut Fabrice. Installe-toi. Voilà, Heureux de te revoir. Donc, oui, merci. bienvenue Fabrice. Donc, pour rappel, Fabrice, tu es né à Neuchâtel, pardon. Tu es diplômé de l'École de Lausanne, dont d'ailleurs ton court-métrage de sortie d'études en 1999 dimanche a été sélectionné au Festival de Cannes. Ouais. Tu as collaboré plusieurs fois avec la Cinémathèque suisse, et notamment sur un film sur Freddy Buach en 2012. Et puis, surtout, dès 2002, tu as collaboré avec Jean-Luc Godard, tout d'abord comme régisseur avec Notre musique en 2004, puis en tant que directeur de la photographie sur 3 films majeurs de Godard, Film Socialisme, Adieu au langage, qui avait gagné le prix du jury à Cannes, et le livre d'images, Palme d'Or spécial, en 2018. Cette année-là, ouais. Oui, tout à fait. C'est juste, pas d'erreur. Ok. Non. Et merci d'avoir cité Freddy. Ouais. Ça fait plaisir. Alors, avant de parler donc évidemment du Lac, qui sera un sujet de notre entretien évidemment, et puis de ta collaboration avec Jean-Luc Godard, et sachant que Grand Angle est un podcast plutôt du cinéma contemporain, toi qui as beaucoup réfléchi et pensé au cinéma à travers le langage et les expérimentations visuelles, est-ce que le cinéma contemporain, le cinéma d'aujourd'hui, actuel, t'intéresse, te surprend encore? Est-ce que ça commence, si tu continues d'aller en salle, tu continues à être surpris par les films encore d'aujourd'hui? Nouveauté. Les Oui, nouveautés. en salle, c'est tellement cher, les salles habituelles, que j'arrive pas vraiment à me le payer. Mais je vois les films en festival ou alors à la Cinémathèque. Et là, à Locarno, j'ai vu des choses qui t'ont plu, intéressantes, films géorgiens. Ensuite, en festival, cette année, après, maintenant de tête, j'arriverai pas à dire les 10 films que j'ai vus qui étaient bien, mais j'ai vu des choses. Non, j'ai vu des choses. Pas beaucoup, mais j'ai vu des choses. Okay. Mais notamment à Locarno, il y avait le film géorgien, mais sinon, il y avait un truc très fort que j'ai ressenti, c'était de passer par la Piazza Grande le soir, en deuxième projection, et il y avait en 35 Shining. Ouais. Exactement. Ouais. Et tout à coup, ça fait un choc. On se dit, une écriture cinématographique. Tiens, ah oui, ça renvoie à quelque chose. Tout à coup, on se dit, tiens, non, c'est pas un scénario filmé avec une caméra portée, puis on suit des comédiens, et puis c'est du... Voilà. Tout à coup, c'est une écriture de cinéma. Donc, on s'est arrêté. Ça interpelle. Voilà. Ouais, donc, après, c'est vrai que comme je vais plutôt à la Cinémathèque, elle est juste à côté de chez moi. Enfin, disons, on est bien avec le Capitole restauré aujourd'hui. C'est magnifique. Ouais. Très belle salle. Ouais. Avant, au cinématographe, c'était pas mal avec Freddy qui présentait les films. Mais non, et j'y vois de là des choses qui sont... si, quand même. Intéressantes. Presque tout y passe ou y repasse. Bien sûr. Les cinémathèques, c'est un peu le but des cinémathèques. Avec un petit décalage, un peu. Ouais. Pascal ? Je veux qu'on revienne par rapport au Lac, parce que maintenant, aujourd'hui, on peut voir le film, donc comme tous les autres films, mais je sais qu'il était très difficile à financer, et notamment qu'il y a eu des problèmes avec l'OFC, que c'était compliqué. Est-ce que tu peux résumer ça? Parce qu'on pourrait se douter que non, l'ancienne de Godard, il peut faire un film facilement. Non, pas facilement du tout. Non, pas du tout. D'ailleurs, même lui-même, il pouvait pas le faire facilement. Tu me l'avais déjà raconté, mais ce serait intéressant de... En fait, mais même mon court-métrage Dimanche, à l'époque, c'est un film d'école, mais l'école l'avait pas vraiment apprécié. J'avais eu une note inférieure. Et par hasard... C'était quand même à la Cannes. Ouais, finalement. Et oui, parce que dans un festival, merveilleux festival des films d'école à Poitiers, qui s'appelait les Rencontres Henri Langlois. Mais comme moi, je ne savais même pas qui était Henri Langlois à l'époque. Donc voilà, mais hyper sympathique le festival. Et là, il y a un type qui me dit en 5 minutes tout ce que je voulais
exprimé dans le film. Donc il avait vraiment ressenti et c'était Laurent Jacob de Cannes, quoi. Bref, donc... c'est le fils de Gilles. Fils de Gilles Jacob. Ouais. Non, juste pour dire qu'en Suisse, il y a des petites difficultés, quoi. Et oui, alors c'est vrai que sur le projet du lac, j'ai commencé à vouloir faire comme il faudrait, c'est-à-dire écrire un scénario comme il faut, courrier 12, la taille de police qu'il faut, les intérieurs jour, extérieurs nuit, les scènes décrites, les dialogues. Des découpages très très précis comme ça, tout moins, ça, ouais. Voilà. Mais quand même un peu à ma sauce, mais voilà. Et ça n'a pas passé une première fois. Et comme je suis un peu têtu et borné, j'ai pas lâché le projet et j'ai acheté un bateau avec l'argent que j'avais reçu pour un autre projet. J'avais reçu 25 000 c'était une bourse de la SSA pour un scénario que j'avais écrit. Mais j'avais gardé l'argent, parce que je travaillais avec Jean-Luc, donc j'avais pas forcément besoin de cet argent-là. Et du coup, j'ai acheté un bateau pour continuer à faire le film, pour pas lâcher la chose, parce que sinon on pourrait se décourager très vite avec les refus qu'on a. Ouais, clairement. Bien sûr. Et j'ai fait une deuxième version, ça n'a pas marché non plus, et là j'en pouvais plus. J'étais prêt à lâcher le truc, et j'avais quand même, au fur et à mesure de l'écriture, enfin même dès le moment où on pense à un film, tout ce que je vois, tout ce que je lis, tout ce que j'entends, il y a des choses qui tout à coup ça me parle. Et je dis, ça c'est exactement ce haïku-là japonais. Ce haïku-là japonais, c'est exactement ce que j'aimerais exprimer dans la séquence, dans la scène, dans le moment. Donc je notais dans mes petits calepins. Et je mettais ça sur ma page de gauche. Je le reportais sur la page de gauche. Donc il y avait la scène écrite à droite, et puis à gauche, il y avait un haïku qui exprimait la scène. Si vous voulez. Et à un moment donné, j'en ai tellement marre que j'ai jeté le scénario. Et j'ai pris la page de gauche. Uniquement. Que des haïkus. C'est devenu ça. Ouais. Et puis, avec ma coproductrice de l'époque, qui malheureusement n'a pas trouvé de l'argent en France, donc la difficulté, elle est un peu universelle quand même. Mais, Mitra Farahani, je lui ai donné cette nouvelle version. Elle a tout de suite dit, mais c'est magnifique. On l'a proposé à Cannes, à l'atelier de la Ciné Fondation, qui est une plateforme. Et ils l'ont accepté. Et donc voilà, tout à coup, c'est... En fait, la seule clé qui est la vraie clé, c'est la sincérité. C'était la même chose pour Dimanche. À un moment donné, j'ai fait vraiment la chose qui me sentait le plus proche, le plus. Et c'est là que ça a fonctionné, quoi. Ça marche peut-être pas ici, mais il y a quelqu'un qui le ressent quelque part. Et puis voilà. Mais là, sur leur lac, c'est la même chose. Et ouais, donc pour parler justement de ce lac, je trouve que là où le film est vraiment très réussi et très beau, c'est que tu arrives à transformer ce lac, donc cette nature, je trouve, en une matière vivante. J'irais même plus, même un être vivant. Moi, j'ai l'impression que ce lac a sa propre personnalité. Hein, il est colérique, il est amoureux, il est apaisé, il est nerveux. Il l'est vraiment, mais c'est vrai que c'est une personnalité à part entière. Et en fait, les deux acteurs, Clotilde Courreau et Bernard Stamm, en fait, sont des personnages purement secondaires, en fait. Et c'est ce lac, c'est cet être vivant qui prend toute part au film. Ouais. C'est comme ça, j'imagine, que tu as voulu construire le film. Mais moi, en fait, j'ai pas des idées préconçues, quoi. Donc, en fait, j'ai des sentiments ou des envies ou des peintures qui me reviennent dans l'esprit ou des sonorités ou des choses comme ça. Mais de fait de d'avoir envie d'aller au milieu des éléments. Ça a commencé par la peinture. J'avais travaillé sur une exposition de peinture qui avait trait sur les peintres, les grands maîtres qui avaient peint le Léman. Ils étaient tous sur la rive. Ils peignaient depuis la rive, quoi. Ils allaient pas sur... moi, et puis en peignant le lac et toutes les variations de couleurs qui expriment les sentiments. La peinture, c'est du sentiment direct, comme la musique. Et je me dis, mais moi, j'ai envie d'aller dedans, moi, j'ai envie d'aller au milieu, quoi. Et donc, l'idée de faire un truc là-dessus est partie de là. Donc, Et évidemment, si on va là, c'est pas pour faire du théâtre, pour déclamer des textes, ni pour mettre de la musique. Parce que si on se jette dans la nature, c'est justement pour fuir, une espèce de fuite de la société. Donc, je me suis interdit la musique et le plaisir, mais jouissif de constituer une composition sonore, d'aller chercher des sons avec des micros. Je ne suis pas technicien, mais j'aime bien mettre les mains un peu comme Capitaine Haddock sur le poste de commandement de la fusée. Comme ça, j'aime bien jouer. Et donc, j'adore aller chercher des sonorités et puis les mélanger après au mixage. Voilà. Et en termes techniques, est-ce qu'il y a eu des difficultés justement techniques à tourner toutes ces scènes en plein lac, etc. Ou il n'y a pas eu de problème particulier? Non. Alors il y a des trucs un petit peu risqués, quoi, parce que donc j'ai acheté le bateau assez vite en 2016. Et puis je suis parti tout seul dessus, quoi, parce que pour aller chercher des choses en hiver, en automne, en printemps, en été.
Et puis des orages, parce que évidemment, moi, j'ai envie d'orage, quoi. J'ai envie que ça déchire. Et j'en ai eu un en 2019, en voulant suivre la grande course qu'il y a sur le lac qui s'appelle le Bol d'Or. Le Bol d'Or, Je suis sorti tout seul sur mon bateau, sans les voiles mais au moteur, pour aller filmer. Il y avait un orage qui était annoncé. Je me dis, super, je vais aller filmer l'apocalypse. Et je suis parti tout seul sur mon bateau avec ma petite caméra, avec un caisson pour aller sous l'eau, quoi. Enfin, comme ça. Et je suis allé filmer ça, et je suis arrivé en plein dedans. Mais vraiment, ça devenait... il y a eu des 120 km/h de vent qui arrivent d'un coup. Des bateaux se sont renversés, couchés. Il n'y a pas eu de mort, mais c'est un miracle. C'était vraiment voilà. Et j'étais seul au moteur, au milieu des bateaux à voile qui étaient en panique. Enfin, en secours, un truc comme ça. Du coup, j'ai filmé comme j'ai pu, et à un moment donné, j'arrivais plus à tenir et la caméra et le bateau. À un moment donné, j'ai arrêté de tenir la caméra parce que ça devient dangereux. Et surtout, je vais fuir. Parce qu'avec le moteur, on n'est pas prioritaire. Donc, j'avais peur de m'empaler sur un bateau envoyé en perdition. Donc, j'ai fui. Mais en fuyant l'orage, j'étais vent arrière avec le, on appelle ça le grain, le moment du gros orage. Et donc, je suis resté dans ce grain qui m'a poussé vers la côte de QI, le Lavaux. Vous voyez, bien sûr. Et là, j'ai eu assez peur parce que dès que je voulais virer un peu pour essayer d'éviter... En plus, je ne le voyais pas, le Lavaux. On ne voyait plus rien. Je ne voyais pas l'avant du bateau. C'était noir, je pense. Il y avait juste les feux. Heureusement qu'il y a ces feux. Parce que je me disais, ça doit être QI, ça doit être Vevey. Non, ça... Et je n'arrivais pas à récupérer, à quitter un peu l'axe. Parce que dès que je me mettais un tout petit peu de travers, les vagues qui commençaient à se former me faisaient des rouleaux, quoi, le bateau. Et le bateau se couchait. Voilà. Et j'ai vu frôler un peu la rive. Et puis, moment épique. Voilà. Donc, voilà. Mais les images, elles sont dans le film, en fait. Voilà. Donc, il y avait ça un peu dangereux. Mais sinon, non. Et avec les comédiens, la comédienne, le marin et la comédienne, c'est Bernard. Il est habitué. Il est habitué et on a une telle confiance avec lui. Donc, Clotilde est allée en haut du mât 3-4 fois. C'est la première fois qu'elle monte sur un mât à 12 mètres. Elle y va, et c'est comme Bernard qui assure le truc. Donc tout s'est très bien passé. Mais justement, comment Clotilde Courreau s'est retrouvée dans ton film? C'est assez curieux, ça, finalement. Moi, je sais un peu le pourquoi du comment, mais c'est intéressant que tu nous le racontes. Tout naturellement. Tout se fait naturellement. En fait, la plus belle des choses dans la vie, c'est naturellement. En fait, quand on force, ça marche pas. J'ai essayé de forcer avec le scénario, bien sûr. Ça marche pas. Et non, là, j'ai été invité à Locarno à participer au jury des Cinéastes du présent, peut-être. Du présent, c'est ça. Et il y avait une princesse qui était invitée. J'ai dit, oh là là, tout le monde me disait, la principesse. Bien sûr. Donc moi, je dis, ça va. Après, je suis plutôt timide et intimidé, mais à un moment donné, c'est des gens qui sont comme nous, de toute façon, tout le monde. Elle est très peu intimidante, si j'ose dire. Non, et donc, on s'est rencontrés, elle était très super naturelle. Cool et tout. Et surtout, on a aimé le même cinéma. On était assis côte à côte et on a aimé le même, la même expression, etc. Donc, à la fin, je lui dis, est-ce que pourrait continuer à échanger sur le cinéma et même à échanger devant la caméra ensemble, moi derrière et elle devant. Et puis elle a dit tout de suite oui, sans vraiment. Et puis ça a pris du temps, de 2016 à 2023, on a commencé à tourner. Mais elle est venue plusieurs fois ici, on a fait des essais, elle est venue même défendre le projet devant l'OFC. Ça n'a pas marché. À Berne. À Berne. Et je suis super heureux parce qu'elle est là aujourd'hui. Donc on est le jeudi 19. C'est le jour de l'enregistrement du podcast. Voilà, oui, pardon, il fallait peut-être pas le dire. Non, c'est pas grave. De toute façon, il faut la vérité. Voilà. Soyons honnêtes. Toujours. Moi, je suis que ça. Je peux être que sincère. J'arrive pas à faire. Elle vient avec toi à la Cinémathèque ce soir. Elle joue au théâtre. Le hasard, c'est merveilleux. J'ai eu plein de hasards dans ce film. Et le fait d'avoir un petit scénario, ça te permet de recevoir tout. En fait, si tu as un scénario hyper complexe, tu plaques sur le réel ce que tu as prévu et du coup, tu n'as plus rien qui peut t'arriver. Tandis que plus tu as un scénario minimal, plus tu reçois. Quoi. Et le cinéma, c'est recevoir de la lumière et la transmettre après. C'est pas shooting, c'est à l'inverse de l'américain. Donc, le hasard merveilleux a fait qu'elle joue au théâtre à Morges ce soir et après le spectacle, elle nous rejoint sur scène. Pour présenter le film à la Cinémathèque suisse. Ah oui, c'est bien. Il y a Bernard, donc les deux sont là, donc c'est super. C'est un hasard, effectivement. C'est merveilleux, le hasard. C'est magique, absolument. Est-ce qu'on peut aussi revenir un peu aussi sur ta collaboration avec évidemment Jean-Luc Godard. Moi, je
pour moi en tout cas, notamment Adieu au langage et Livre de Nage sont pour moi des sommets vraiment du cinéma moderne et des films extrêmement importants d'aujourd'hui, avec une liberté évidemment du langage, de lecture du monde brillant. Est-ce que tu peux nous parler du travail que tu as eu avec lui, sur des expérimentations visuelles, sur cette folie du montage aussi qu'on retrouve dans ces deux productions Ouais. Tout naturellement. Je n'ai rien, c'est comme ça. Ouais. Mais surtout, j'ai retrouvé avec lui la liberté qu'il y a dans un autre domaine que j'ai connu, que je connais encore un tout petit peu, mais que j'ai connu avant d'entrer dans une école de cinéma, qui est le théâtre de marionnettes. Enfin, le théâtre et le théâtre de marionnettes. Et la danse aussi. Où là, il y a une liberté totale de création. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de forme. Chaque spectacle définit ses règles ou pas, etc. Et dans le cinéma, dès qu'on arrive dans le monde du cinéma, on dit non, il faut une histoire. Non, et d'ailleurs, c'est ce qui m'est critiqué à chaque fois. Il faut une histoire, il faut des dialogues. Je crois. Et avec Jean-Luc, j'ai retrouvé la liberté des marionnettes. Donc après, pour moi, c'était juste un retour naturel des choses. Aux sources. Ouais. Et seulement sur le cinéma. Donc ça m'a fait ça m'a rendu encore plus amoureux du cinéma. C'est ce moyen technique. C'est la technique très facile, le cinéma. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Faire des images et du son, c'est pas plus sorcier que ça. Et avec lui, on en fait ce qu'on veut. Quoi. Donc c'est retrouver une forme de liberté totale, en fait. Ouais. Pourquoi on ne pourrait pas être libre? C'est un peu con de s'enfermer, c'est interdit. Pas faux. C'est ce qui est le cas actuellement, en tout cas. Tandis que lui, il n'est pas chou-de-faunier, mais il pourrait être chou-de-faunier, à dire yaka. Moi, j'ai des origines un peu de la chou-de-faune. On dit yaka, quoi. Puis on y va, puis on le fait. Donc lui, c'est comme ça. Et puis surtout, on avait le temps de faire les choses. Et puis, comme j'aime bien un peu toucher à tout, ça tombait bien parce qu'il avait. Oui, il n'y a aucune pression particulière de toute manière, extérieure ou autre. Ouais. Non, et puis c'est un territoire merveilleux d'exploration. À vos moments perdus, vous pourriez un peu voir ce que c'est que la 3D. Wow. Vous avez vu le film de Clouseau, L'Enfer? Oui. Enfin, je crois, ou les essais pour l'Enfer. Les essais plutôt, voilà. Les roches n'ont monté à part. Ouais, où ils avaient financé en pellicule un studio super cher pour faire des essais, comme ça, brut. C'était ça en 3D, parce que ça coûtait rien du tout, donc c'était un moment mais merveilleux, quoi, parce que je bricolais n'importe quoi j'ai acheté une perceuse à colonne, j'allais bricoler des trucs de la visserie, des machins. Vous disiez vous? Oui, on se dit vous. D'accord, comme chez Flaubert. D'accord. Comme Madame Arnaud. Je savais pas ça. Et Moreau. Une affection mais merveilleuse, quoi, même jusqu'au dernier jour, quoi. Alors, une dernière question peut-être. Même deux. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui que tu es moins dans l'ombre? Alors, on t'avait vu, on se souvient tous de cette conférence de presse à Cannes où on avait pu dialoguer avec Jean-Luc Godard qui était resté en Suisse avec ton téléphone où tu tenais c'était un moment magique. On l'a tous en tête. Comment tu te sens aujourd'hui où tu es plus en avant, plus tu es moins dans l'ombre? Les choses arrivent naturellement. Je ne fais rien. Mon film est dans la nature et tout se fait naturellement. Ne t'appartient plus. Ouais, non, mais c'est-à-dire maintenant, moi, je suis comme avant, même j'ai eu des blogs, enfin pas des blogs, oui, des discussions, des choses sur les films de Jean-Luc où je partage mes sentiments. Là, je partage mes sentiments. J'ai du trac aujourd'hui parce que le film sort parmi les miens, si on peut dire. La famille, les amis et le territoire où j'habite. Mais sinon, le fait que je fais les choses avec sincérité et que j'ai cru percevoir que cette sincérité se transmet, ça va, je suis rassuré. Là, le film, on a fait une tournée, le film et moi, et un tout petit peu avec Joseph, le chef opérateur, à travers le monde. On a fait une quinzaine de festivals. Et les publics jeunes de Sao Paulo ou de Vienne sont les mêmes, quoi. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc, l'ombre ou pas. De toute façon, je préfère être à l'ombre, c'est là qu'on voit la meilleure lumière. C'est vrai, sinon les éblouis, on voit rien. Brièvement, est-ce que tu peux nous dire aussi, tu viens de participer à la création de la Fondation Jean-Luc Godard, je crois. Ça consiste en quoi? Qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Eh bien, c'est surtout on n'a pas encore un lieu. Hein. D'accord. Les premières questions qu'on a reçues des gens après avoir annoncé ça, c'est « mais c'est où? Est-ce qu'on peut venir visiter ?» etc. Non, on n'a pas un lieu, mais on voulait une structure. Ouais. Moi, je défendais ça aussi pour une structure qui puisse nous survivre, quoi. Ouais. Et qu'on puisse collecter toute la mémoire de son travail, mais aussi la mémoire humaine. Donc, si on peut collecter des entretiens de ceux qui ont travaillé avec lui ouais. pour tout ça. Collecter toute la mémoire, tous les films, tout ce qu'on peut
rassembler, faire l'inventaire de tout, mais même, je ne sais pas, n'importe quel film, est-ce que les contrats, comment ils sont, chez qui ils sont les droits, comment quoi. Il y a beaucoup de choses, Ouais, parce que c'est- ça se dissémine partout. Oui, et ça a commencé quand il avait 14 ans, ça s'est terminé Ouais. avec le même geste à 92 ans, quoi. Donc c'est faire ça, c'est faire la promotion, c'est donner à voir. Pour ça, les expositions qu'on fait, d'ailleurs, il y en a 2 en ce moment qui va ouvrir bientôt. Il y en a une à Madrid, à la Virreina, c'est sur les Ramblas à gauche, au Mont. Assez importante, avec beaucoup d'objets, beaucoup de choses et des projections. Et puis il y en aura une que je vais refaire, celle que j'avais faite en 2020 à Nyon, qui s'appelait Sentiment, signe, passion, qui est de démonter le livre d'images de démonter le livre d'images et de mettre le visiteur à la place même de Jean-Luc qui est en train de le faire. D'accord. Et on va la refaire pour la Biennale de Venise. Elle sera à la Biennale de Venise. Donc juste après les premières projections ici, je file à Venise, recréer du Jean-Luc. Ça va me faire un bien aussi de retrouver Jean-Luc de cette manière-là. J'imagine. Et puis il y a une chose que j'ai oublié de dire, je l'ai là à côté, juste là, il y a un livre qu'on fête aujourd'hui, le livre du lac, qui est l'accompagnant du film. Qui sort aujourd'hui. Qui sort là. D'accord. Je peux vous oui, absolument, oui. J'ai oublié de prendre avec moi sur la table, parce que j'en ai plus qu'un, parce qu'ils sont tous là-bas. Mais voilà. Magnifique. Et ça, c'est pour vous. Tu peux le montrer Pascal. À la caméra, là. Et en fait, ça reprend justement mes notes de page de gauche, les bouts de phrases, les bouts des haïkus. Mais il y a du Duras, il y a du Virginia Woolf, il y a du Bobin, il y a Faulkner, il y a des marins, il y a Moi Tessier, Florence Artaud, il y a des écrivaines. Et c'est l'âme du film. Et comme en papier, c'est un peu ça. En papier, pour exprimer un film comme je voulais le faire, il faut mettre des images. Mais il y en a pas en papier. Non, il y a des images du film, mais des images de mots en mots. Et je trouve que la poésie, la littérature, qui ne sont pas mes moi, mais je trouve, c'est ce que je voyais dans ces livres que je lisais ou dans les choses que j'ai notées comme ça, c'est que ça exprime totalement le visuel et le sonore que je veux mettre. Donc il y a des images en mots. Et des images en images aussi. Mais... Je sais pas si la caméra le langage et les images. Et le livre est en vente. Le langage et les images. Du lac. Et même, on a créé une Casa Azul Édition. On crée une société d'édition. C'est la même que ta société de production. Casa des films, en fait, on crée Casa Azul Édition. Et c'est une collection de livres qui s'appelle Un film au creux de la main. Qui sont des livres faits par des cinéastes, qui sont des films d'âme de films. C'est pas des films, des livres sur des films, mais c'est une création cinématographique en papier. Ok. Franchement, Fabrice, on est ébloui. Voilà. Merci. Moi, je suis ébloui. Merci beaucoup de ta présence, de tous tes mots, d'avoir répondu à nos questions. Et si tu as 2 minutes, tu peux rester avec nous. On a nos petits coups de gueule et coups de cœur. Sinon, tu peux y aller. T'arrives. Sinon, je dois être à 7h30. Mais ça va aller, ça va arriver. Alors, Pascal, coup de cœur, coup de gueule en cette fin d'émission. Alors oui, coup de cœur, j'ai fouillé un peu dans différents sites. Je trouvais pas de coup de cœur très précis pour cette fois. J'ai découvert tout à coup qu'il y avait un Gremlins 3 en préparation. Et moi, je suis fan de Gremlins. Puis je me dis, ce qui sera signé Je pensais qu'il y en avait eu plus. Non, il y en a eu 2. Ah, il y en a eu que 2. Okay. Signé Chris Columbus. Alors, plus de 40 ans après le premier, ça veut dire que tous les fans de Gremlins n'auront pas de ses 60 ans quand il sortira. Je me suis surtout demandé... Et tu crois dans ce projet ? Je suis curieux. Je suis curieux. Une petite affiche qui circule déjà sur Internet. Okay. Je me suis dit, oui, j'y crois parce que j'ai envie. Je me demande pourquoi il n'y en a pas eu avant. Pourquoi il n'y a pas eu ils n'ont pas davantage pressé le citron, parce qu'ils ne se gênent pas pour faire 20 000 Fast and Furious et tous ces trucs. Enfin bref. En revanche, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faudra un petit peu attendre puisque la sortie du film est prévue pour le 17 novembre 2027. C'est pas tout près. Bon voilà. On va patienter. Si ça se fait en tout cas. Et niveau coup de gueule, difficile d'ignorer les Oscars malgré tout. On n'en a pas parlé. Alors, génial, parce que c'est interverti. Avec moi. Ça veut dire que t'en parles. Bah oui, mais en coup de cœur. Mais je connais personne qui s'est flagellé en regardant la cérémonie. Je sais pas si c'est ton cas, moi. Exclu que je regarde la cérémonie. J'ai pas regardé. Donc, j'ai eu trois peu de mini agacements.
Sirat qui n'a pas eu l'Oscar du Comme meilleur d'hab, film j'en international. étais sûr. Moi, là, ça m'énerve tout court. Je m'en fous qu'il a eu. Je voulais que Sirat C'est l'ait. valeurs sentimentales. Point à la ligne, voilà. Après, le fait que Michael B. Jordan ait eu l'Oscar pour un film de vampire mainstream, Sinners, ouais. c'est bien joli, mais franchement, c'est un peu de la provoque. Fallait donner à Leonardo DiCaprio, basta. Pourquoi pas Chalamet? Bah, parce que je préfère DiCaprio à Chalamet. Ouais, Voilà, ouais. c'est tout. Et puis la troisième chose, c'est la meilleure chanson, l'Oscar de la meilleure chanson. J'ai failli faire une syncope. Je sais pas si tu l'as écouté, toi qui C'est aimais la quoi musique. Je sais pas, c'est un truc de K-pop. Ah, C'est aucune idée. affreux. Je sais pas Les si j'ai oreilles qui entendu saignent. pire dans ma vie. Ah ouais, à ce point-là. Bah, vraiment. Sommet d'horreur. J'ai entendu 30 secondes sur Internet. Ça m'a suffi. Alors bon, je suis pas le public cible, ok, mais bon. Pour moi, j'ai l'impression d'entendre l'Oscar de la pire chanson de film. Voilà, c'est mon petit coup de gueule de cette semaine. Bah moi, coup de cœur, c'est évidemment l'annonce de l'absence de Ruben Östlund lors Oh. du prochain Festival de Cannes. Ça me fâche. Je sais. Mais il sera peut-être Non, à ça, Venise. c'est pour te Il provoquer. sera à Venise ou Cannes Mais, 2027. ben non, en fait, moi, je suis content du résultat des Oscars, contrairement à toi, et je le mets dans mes coups de cœur. Pourquoi? Vous savez que je ne pas que je suis pas content. Il y a 3 trucs qui me plaisent pas. Le reste, je m'en Ouais, fiche. parce que Marty Suprême n'a rien eu déjà, et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Il a Et, rien du tout, vraiment. Zéro. Et Paul Thomas Anderson, quand même, Il a eu 7. a eu 6 Oscars, et dont le meilleur film. Et je dois dire que ça fait du bien, en fait, de voir ce film tout en haut, parce que, en fait, c'est rare que les Oscars récompensent Non. le film légitimement le meilleur. Moi, j'ai retenu, notamment sur les dernières années, des productions affreuses qui ont reçu le prix du meilleur film, comme Nomadland, Coda. Nomadland, ça va. C'est Chloé Zhao. Ouais, horrible. Ça va. Bon, pas du tout aimé. Everything Everywhere at All, Oh. Ça, c'est All at l'horreur. Once, horrible. Horrible. Oppenheimer. Horrible. Bon, donc là, franchement, moi, je suis plutôt content que PTA, Paul Thomas Anderson, ait remporté tous Ça ces a Oscars failli et être donc le Sinners, meilleur ça. film. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Côté coup de gueule, je voulais parler de Cannes. Moi, je suis hyper déçu par la tiédeur de la présidence qui a été choisie avec Park Chan-wook. J'aurais aimé, je sais pas moi, une personnalité, je sais pas moi, Kaurismäki, Almodovar, qui a jamais été. Kaurismäki ne tient pas debout de Oui, 10 minutes. il n'arrivera pas. Il n'arrivera pas. Ouais, mais bon, Il on y a le sait budget alcool qui Je monte. pense qu'il a déjà été proposé, mais... Il ne tiendrait pas. Non, tu l'as déjà rencontré. Moi, chaque fois que je l'ai rencontré, ils avaient des assistants pour le Qui le tenir. tenir, ouais. Ou le mettre sous un, je sais pas, C'est sous un dommage. intraveineuse ou quelque chose. Puis qui lui apportait Le des tenir, ou- trucs de ou vodka comme- ou je sais pas quoi. ou comme Orange Mécanique, le faire tenir. Non. avec Oh, des choses qui tiennent. Et bref, ou Almodovar, par exemple, qui a jamais été président Peut-être qu'il voudrait pas. je sais du pas. jury. Bon, bref, et puis la Palme d'Or d'honneur aberrant quand même. Je sais que Frémaux doit faire un peu la courbette devant le cinéma américain avec tous ces Palmes d'Or d'honneur qu'il y a eu récemment, De Niro, George Lucas, etc. Mais là, Peter Jackson, donc en Ouais. Palme d'Or d'honneur, je ne comprends pas en fait la légitimité de recevoir pour ces hobbits et ces elfes qui gambadent. Moi, j'aime pas, mais derrière un anneau. c'est un grand nom. Pour beaucoup de gens, c'est un grand nom. Mais je trouve ça vraiment pas terrible. Alors Barbara Streisand non plus, je comprends pas. Alors je sais que c'est une figure de proue importante, première femme remportant le Golden Globe, de meilleure réalisatrice, Oscar de la meilleure actrice également en 69. Mais voilà, moi je trouve qu'il y avait d'autres noms, d'autres choses à faire. On que parle ces plus deux beaucoup noms-là d'elle. en Palme d'Or d'honneur. Et j'en profite pour cette petite page Cannes pour dire quand même que Pascal Grand-Tank sera probablement au Festival de Cannes. Je sais, quel bonheur. On aura des émissions sur place, on fera le maximum pour être le plus dispo possible, mais normalement, Grand-Tank va faire des émissions et des retours à chaud des films pendant la festival. On vous laisse pas tomber pendant le festival. Voilà. Donc ça, c'est quand même Ça, la c'est bonne cool. nouvelle et on voulait la partager avec vous. Voilà, l'émission est terminée. Merci beaucoup Fabrice Aragnaud d'avoir partagé Merci, ce moment avec Fabrice. nous encore. Donc le lac est sorti. Ou va sortir Il sort le 25. 25 mars, donc il sort le lendemain. Pardon, il est sorti déjà. L'émission sera publiée donc, sur le les 26. sur les plateformes. Donc on va voir tous le Le lac. 26, on sera Le à lendemain. Genève D'accord. avec Bernard, Ok. au Grutli. Au Grutli Ok. le 26, Bernard alors, super Stam. info. Ah oui. À 20 Euh, Je savais pas. Et puis on court voir le lac, qui est un film absolument merveilleux. Absolument. Donc au revoir tout le monde, merci de nous Et écouter. dans 15 jours. Et on se retrouve dans 15 jours. Au Ciao. revoir. Avec Merci encore. d'autres coups de cœur et coups de gueule. Et Toujours. Toujours. Ciao, merci Ciao, encore. bye Au bye. revoir.